La troupe Les Décimés vous invite à rencontrer les personnages suivants. Charlotte, imaginée par François Archambault dans 15 secondes, ici interprétée par Olivier. Je sais pas. Attends. Euh, je me souviens avoir beaucoup aimé Les Nuits blanches de Dostoïevski. C'est quelque chose que j'aurais aimé avoir écrit. Pourtant, c'est pas supposé être du grand Dostoïevski. Il a fait d'autres œuvres, beaucoup plus grandes, plus fortes, supposément. Mais moi, c'est le petit Dostoïevski que j'aime, on dirait. C'est ce livre-là qui m'a le plus transporté ailleurs, dans une autre époque. Je le lisais, puis j'avais l'impression de comprendre comment il se sentait Dostoïevski quand il était en train d'inventer l'histoire. Comment je pourrais te dire ça? Tu sais, les étoiles, quand on les regarde dans le ciel, il y en a qui sont déjà éteintes. La lumière prend tellement de temps à se rendre jusqu'à nous que l'étoile a eu le temps de mourir. Ben, quand je lisais le roman de Dostoïevski, j'ai un peu le même feeling que quand je regarde les étoiles la nuit. Dans le fond, un roman, c'est comme la lumière d'une étoile. C'est la lumière d'une autre époque. C'est lire un livre. C'est lire la lumière qui se dégage d'une âme qui a vécu une autre époque. Tu sais, quand j'étais en train de lire Les Nuits blanches, j'avais l'impression de tomber en amour avec l'homme qui a écrit ça. Je parle pas de Dostoïevski, l'auteur. Je parle de Dostoïevski, l'homme qui a été au moment où il écrivait Les Nuits blanches. C'est à ce moment-là précisément qu'on aurait pu être en amour, lui et moi. Après ça, Dostoïevski qui a écrit Crime et Châtiment, Les Possédés, j'aurais pas pu. On n'aurait pas pu être en amour, se comprendre réellement. C'est fou, parce que je suis persuadé que si j'avais vécu à son époque, puis qu'on s'était rencontrés au bon moment, notre amour aurait pu durer 1 an ou 2. C'est tout, pas plus. Ah, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Tu dois trouver que je divague. Charles, imaginé par Normand Chorette dans Provincetown Playhouse, juillet 1919, j'avais 19 ans. Interprété ici par Océane. Il s'agissait de le dire. Il s'agissait d'un peu de lucidité. Quand on se trouve acculé, qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Leur dire que j'étais fou. Et le devenir par conséquent. Parce que là encore, il fallait des preuves. Le tout a été de me persuader. J'ai été obligée de croire à mon personnage. En un éclair, j'ai compris le sens du mot théâtre. J'ai dit, Charles, tu vas jouer un fou. Et ce sera ton plus beau rôle. Et si tu crois à ton personnage, le public te saluera. Ton génie, ton talent, c'est pour aujourd'hui. Et c'est comme ça que le théâtre m'a sauvé la vie. J'ai écrit ma pièce tout en la jouant pour un public venu spécialement pour me juger. Et puis, je leur ai dit, j'ai écrit spécialement pour vous. Et puis, s'il y a des retardataires, ils n'auront rien manqué, parce que ma pièce recommence continuellement. Ma pièce dure depuis 19 ans. À tous les soirs, elle recommence. C'est un one-man show. Ici, à Chicago, je suis bien. J'ai de l'espace. Je me sens chez moi. Vous savez, le grand silence religieux, le silence dont rêvent tous les auteurs. Il est ici. Ici, le public est un inconditionnel de moi. Et, croyez-le ou non, depuis 19 ans, il n'y a pas eu un seul retardataire. Pas un seul. Ici, quand on dit à 8 heures, ça commence à 8 heures. Et puis, à la fin, je salue. 1 fois, 2 fois. Il y a des soirs où j'apporte certaines modifications à ma pièce. Des fois, j'allonge les répliques. D'autres fois, je coupe ce qui a été écrit pour m'éloigner un peu de mon sujet. Un soir, j'ai décidé de remplacer le sac par un petit lapin. À chaque fois qu'on disait « projecteur sur un sac », le petit lapin se mettait à sauter. C'était assez baroque. Les gens comprenaient difficilement pourquoi on faisait tant d'histoires autour d'un petit lapin, mais moi, je me suis amusée follement. Alors, ça m'a donné des idées. À chaque premier jeudi du mois, je remplace le sac par quelque chose d'autre. Un soir, j'ai le remplacé par un tracteur. Alors là, c'était ambigu. Quand le tracteur faisait marche arrière, il faisait « tchou, tchou » et lui sortait de la vapeur. On le confondait avec une locomotive. Mais on peut me dire que, généralement, je respecte scrupuleusement mon texte. C'est pas parce que je me permets des libertés, un jeudi par mois, que j'ai cessé d'être fidèle à mes intentions d'auteur. Tous les soirs, je recrée un climat. Alors, quand le public est bien réceptif, j'en arrive à oublier toutes ces années que j'ai en trop.
Je me retrouve quelque part sur la côte, en marchant sur le sable. Je revois la pleine lune, et puis je respire le sel, les odeurs de poissons frais, et puis je lève la tête. En haut, au dernier étage de la poissonnerie, ils sont là tous les deux qui m'attendent, Alvan et Winslow, pour jouer une de mes pièces. Kaliaïev, imaginé par Albert Camus dans Les Justes, interprété par Thomas. Je ne pas prévoir. Des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ces regards graves qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie. Je te le jure. Il va peut-être de plus en plus fort à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais. Et je disais oui, oui. Tu comprends? J'ai couru vers elle. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Ils riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit. Ils regardaient dans le vide. Ils avaient l'air tristes, perdus dans leur habit de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai vu qu'eux. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe, pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère. Regarde-moi, Boria. Je suis pas un lâche. J'ai pas reculé. Je les attendais pas. Tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages, fragiles, et dans ma main, ce poids terrible. C'est sur eux qu'il fallait le lancer. Ainsi, tout droit. Ah non, j'ai pas pu. Autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent. J'avais peur de rien au monde, sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc. Sa petite tête frêle frappant la porte à la levée. Aidez-moi. Je voulais mourir. Je suis revenue parce que je pensais que je devais des comptes, que vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, que vous ne pouviez pas vous tromper. Mais vous dites rien. Claire, imaginé par Bernard-Marie Coltès dans Key West, interprété par Maude. Si je te disais que je pouvais, moi, te faire gagner du temps et de l'argent. Si je te disais que j'allais, moi, te donner plus de temps qu'il en faut pour réussir dans la vie, Charlie. Et la meilleure méthode pour gagner plus d'argent qu'il n'en faut dans une vie. Et le truc pour être meilleur et fort en face de tous les autres. Je peux faire, moi, pour toi, Charlie, ce que personne jamais ne pourrait faire pour toi. Je peux m'occuper de toi comme personne jamais ne s'occupera de toi. Je peux être pour toi, sous ta main, ce que personne d'autre n'a sous la main. Et comme ça, tu aurais tout ton temps pour tout le reste. Si je te disais que, Charlie, que moi, je peux t'aimer comme personne jamais ne t'aimera. Tu vas gâcher ton temps, Charlie. Moitié pour gagner de l'argent, moitié pour chercher quelqu'un qui t'aime. Alors qu'avec moi, tu pourrais prendre tout ton temps pour l'argent sans t'embêter avec le reste. Moi, je t'aimerais comme personne jamais ne t'aimerait. Tu n'aurais plus qu'une chose en tête. Qu'une seule chose à chercher et à trouver. Que t'occuper de toi et gagner tout ton argent. Tu regarderais les autres, Charlie, en train de chercher quelqu'un pour les aimer. Pour les aimer comme ci, comme ça, une ici et une là, un peu et un petit peu et qui présente la facture. Avec moi, il n'y aurait pas de facture. Ce serait une affaire réglée. Tu n'aurais besoin de rien, ni de me regarder, ni de me parler, ni de penser à moi, ni de m'aimer du tout. Juste m'avoir sous la main. Et tu pourrais, toi, aimer qui tu voudrais, et toi, présenter la facture. Alors tu n'aurais plus Charlie qui a profité de tout et tu rigolerais en regardant les autres.
Ce serait trop idiot, Charlie, de ne pas en profiter. Si je te disais que je peux t'aimer, Charlie, comme personne jamais ne pourra t'aimer. Je peux, moi, t'aimer, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, en hiver et en été, n'importe comment et n'importe où, ici ou ailleurs. Si je te disais que je t'aime tellement, Charlie, que c'est de ton intérêt que je t'aime comme cela et que je continue, et que je puisse continuer comme personne ne pourra, Charlie, t'aimer jamais. Mariette 2, imaginée par Michel Tremblay dans Le vrai monde, interprétée par Zoé. Ton odeur de bière puis tes yeux fous. Je te dis que le Père Noël était loin, hein? Peux-tu t'imaginer ce que c'est que d'être une petite fille puis de voir son père dans cet état-là? J'avais beau me dire que t'avais bu, que t'étais fâchée parce que j'avais été tannante, que tu savais plus trop ce que tu faisais. Il y a pas d'explication. Puis il y a pas d'excuse à ça, papa. Ça coupe une vie en deux, ça casse quelque chose à tout jamais. Ça a détruit tout ce que je pensais de toi. Toute l'admiration, tout l'amour que j'avais pour toi. Tout d'un coup. J'ai vieilli tout d'un coup ce soir-là. Puis toi, t'es mort. Puis là, Claude est arrivé juste au bon moment, puis il a fait sa crise. Probablement une sorte de crise de jalousie, mais en tout cas, ça m'a sauvée. Physiquement. Parce que s'il n'était pas arrivé, puis si maman n'était pas venue prendre notre défense, on t'a vu toutes les deux la frapper, papa, parce qu'elle avait deviné qu'est-ce qui avait failli se passer. On t'a vu la frapper parce que toi, t'as failli faire quelque chose de monstrueux. Au lieu de te punir toi, tu l'as puni elle. C'est toujours les autres qui payent, hein? Plutôt que de te regarder d'en face, tu punis les autres. Mais c'est tout ça que je retrouve quand tu viens me voir danser. Exactement la même impression. Je te vois, tu sais. Il fait pas assez clair sur le stage pour que je vois pas toi pis tes amis. Puis je vois pas de différence entre leur manière de me regarder puis ta manière de me regarder. J'en vois pas. Mais qu'est-ce que tu leur dis pour pas être gêné de ce que tu fais? Ou ben non, ça fait-tu partie du trip? Ça les excite-tu de savoir que tu vas voir danser ta fille dans les trous de province? Tu réponds pas. Tu veux vraiment pas en parler, hein? Claude, aussi imaginé par Michel Tremblay, encore une fois dans Le vrai monde, ici interprété par Johan. Le mépris. Le v'là, le vrai mot. Je suis passé de l'admiration béate au plus profond des mépris. Petit à petit, étape par étape, je dirais. Quand tu es un enfant et que tu vas admirer quelqu'un, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas une tare, il n'y a pas un vice qui vient obscurcir ton entêtement à admirer. Un héros est un héros, une fois pour toutes. C'est irrémédiable, puis tellement enthousiasmant, tellement nourrissant. En vieillissant, tu changes, c'est sûr. Tu voulais changer aussi, mais vous ressemblez à lui. Ton héros parfait qui t'avait aidé à passer à travers les difficultés de l'enfance et les incertitudes du début de l'adolescence. Mais le héros, lui, reste pareil sur son piédestal. Quelle tristesse. Ton enfance et ton héros s'effritent en même temps. Tu découvres au même moment les faiblesses de ton héros et la grande naïveté de ton enfance. Tu peux mourir de honte d'avoir été trompé. T'évolues en regardant grossir le défaut de fabrication de ton héros. Tu finis par sombrer dans le grotesque puis tu dis « C'est ça que j'admirais. » En plus, on dit qu'on a les héros qu'on mérite. J'espère que personne t'a jamais mérité. J'ai vraiment mis là-dedans tout le mépris que je ressens pour toi. Tout, le mépris. Il n'y a pas d'autre mot. Toute ta veulerie est là. Toute ta paresse intellectuelle. Ton épouvantable paresse intellectuelle. Je pense que tu sais même pas que l'intelligence existe et qu'on peut s'en servir. Tu t'es jamais intéressé à rien dans toute ta vie. À personne. Tu as été parfaitement égoïste et égocentrique. C'est même pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience égoïste.
On peut pas t'en vouloir d'être méchant, tu l'es même pas. Pour être méchant, faut être conscient. Faut se servir de son intelligence. C'est pour ça que t'es inatteignable. Comment veux-tu que je te crucifie pas avec mon mépris? Puis, dans ma pièce, j'ai mis tout ce mépris-là dans le personnage de maman. C'est maman qui dit tout ce que je pense de toi, parce que c'est probablement elle qui a le plus souffert de ce que t'étais. Je fais ce qu'on appelle un transfert. C'est ça mon rôle, je pense. Faire dire aux autres ce qu'ils sont pas capables de dire, puis ce que je suis pas capable de dire moi non plus. Je suis plus sûr. Après ce soir, je suis plus sûr. Je suis plus sûr d'avoir le droit de devenir écrivain. Maintenant, j'ai seulement peur d'être aussi manipulateur que toi. Déchire-là ma pièce si tu veux, papa. Mets le feu dedans. C'est plein de mensonges. J'ai essayé à travers des mensonges de dire ce qui était vrai. Je pense que j'ai réussi jusqu'à un certain point parce que je pense que ce que j'ai écrit est bon, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, papa, si j'arrive pas à prendre jusqu'à ton cœur? À quoi ça sert si tu refuses d'admettre que t'en as un? Regarde, le mien il est éparpillé partout. Tu peux le piétiner tant que tu voudras. Sophie, imaginée par Véronique Côté dans Tout ce qui tombe, interprétée par Camille. Mon beau Marco, je t'écris une lettre puis tu le sais, ça. C'est le genre de choses que je sais pas comment faire. Je t'écris une lettre d'amour, je pense. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. La dernière aussi, j'espère. Parce que j'haïs ça. J'haïs t'écrire. J'haïs t'écrire une lettre d'amour. Si je t'écris, c'est parce que t'es pas là. Puis j'haïs que tu sois pas là. J'haïs que t'aies disparu. J'haïs ton maudit silence de merde. Et j'haïs que tu sois parti. Je t'haïs même, on dirait. Je t'haïs d'être parti. Mon amour. En ce moment, je t'haïs tellement. Je m'haïs aussi, ça peut te faire plaisir. Parce que t'as essayé de me parler avant de t'enfuir. Puis j'ai pas écouté, j'ai pas compris, j'ai rien compris. Parce que ça m'a énervé, ça m'a fait chier. Ton air de chien battu, puis tes grands yeux, puis ton petit cœur d'être maltraité. Je le sais. C'est pas juste, puis c'est même méchant. Mais tu m'as tellement énervé. Aussi parce que moi aussi, j'avais peur. J'avais la chaîne de ma vie, puis j'avais mal au cœur, puis ma tête tournait quand j'ai su que c'était vrai. Que j'étais pas folle, que c'était ça qui se passait, que là, pour la première fois de ma vie, quelque chose s'est passé pour vrai. Puis j'ai rien pu te dire. Parce que toi, t'avais peur tout seul ici. Mais t'étais pas tout seul. On n'était pas tout seul avant que t'aies été caché je sais pas où. Quand on s'est rencontrés dans ton magasin de BD, sur Saint-Joseph, quand on s'est rencontrés, on était des enfants. On était des bébés même. Quand t'as commencé à me faire des compliments, en me parlant dans l'oreille, je me suis dit, c'est lui, je l'ai trouvé. Je suis chanceuse. Ah, je suis tellement chanceuse. Il y a des gens qui cherchent toute leur vie. Moi, j'ai trouvé du premier coup. Tu me parlais dans l'oreille. Le soir, plus tard au parc, tu me parlais encore dans l'oreille. J'ai voulu ça. Toi qui me parles dans l'oreille toute la vie. Moi qui te parle dans l'oreille toute la vie. T'en souviens-tu de nous comme ça? On faisait juste ça. Parler, s'embrasser, lire, s'embrasser, s'embrasser. Ça fait même pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé, bon? Dans ce temps-là, on n'avait pas peur. Ni toi ni moi. Mais là, t'es parti je sais pas où. Tu te reposes de je sais pas quoi. Mais moi, peut-être. T'es parti. Tu dis que t'écoutes de la musique puis tu me fais chier. Parce que j'ai besoin de toi puis t'es pas là. On a fait un bébé, Marco. Il est dans mon ventre. J'ai un bébé dans mon ventre. Un bébé de toi puis t'es pas là puis je sais pas quoi faire. Reviens, s'il te plaît. Je sais même pas où m'envoyer ma lettre. Ma maudite lettre de mal, ma lettre d'amour raté. Parce que je sais plus rien. Ni t'écrire, ni te parler. Quand t'es pas là, je sais plus rien. Je sais même plus si on s'aime, on dirait. On va avoir un bébé.
J'ai besoin de toi. Je t'aime pas être là. J'aurais envie qu'on recommence à s'embrasser tout le temps comme avant. J'aurais besoin que t'aies pas peur. OK? S'il te plaît, entends. Je sais pas comment, mais entends. Puis reviens. OK? Et l'amoureux de Sophie, Marco, également dans Tout ce qui tombe de Véronique Côté, interprété par Nicolas. Je t'écris presque tous les jours, puis je t'envoie rien. Je t'écris parce que j'ai besoin de te parler, puis je t'envoie rien. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'ai besoin que tu comprennes. Vraiment, toi aussi. Qu'on comprenne tous les deux en même temps, peut-être. Chacun à notre façon. C'est quoi le silence? Je suis parti faire ça, apprendre le silence. Partout dehors, puis moi au milieu. Seul. Tout seul. Debout au milieu de ce qui va être l'océan de ma vie. Parce que même si on reste ensemble au milieu de ça, je serai toujours tout seul. Je te force à mon silence pour que tu comprennes ce qui m'arrive. Pas pour te faire mal. Pas pour que tu rushes. Puis, tu dois rusher, je le sais. Mais j'ai besoin de faire ça. Avec, puis contre toi. J'entends encore. Presque plus, mais j'entends un peu. J'écoute de la musique de plus en plus fort tous les jours. Ça brise ce qui reste, je le sais. Mais j'aime mieux briser moi-même, on dirait. Je suis encore à Berlin. Je suis pas loin. Juste un peu plus à l'est. Mais je vais partir pour vrai. Parce que j'ai trouvé, je pense, ce que je veux faire avant que tout soit fini pour vrai. En fait, je suis parti pour 2 raisons. Tu vas comprendre pourquoi je peux rien te dire. Je peux pas t'écrire. J'avais besoin d'être tout seul pour arrêter d'entendre. Pour rentrer là-dedans comme il faut. Comme un homme. Comme un enfant. Seul. Vivant. J'avais besoin de me concentrer juste sur ce qui me quitte. J'avais besoin de contempler ça qui part. Les possibles, les paysages de mes possibles qui changent. La beauté de ce que je perds. La beauté infinie de ce que je perds. Je voulais faire de la musique. J'en ferai jamais. Je le savais, mais là, ça devient vrai. Et puis viens pas me dire que Beethoven était sourd. J'aime pas Beethoven. Je suis pas un Christ de génie. Je suis parti aussi parce que tu es tombée enceinte. Que tu me l'as pas dit. Sophie, j'ai pensé que tu n'étais pas game. Qu'avec moi qui perds tout, j'ai peur que tu veuilles pas. Que tu sois trop pour moi. Que tu m'aimes plus, peut-être. J'ai pleuré. J'ai pleuré de joie quand j'ai vu le bâton avec la croix dans la poubelle. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Parti pour te laisser de l'air. Puis décider toute seule. Si jamais tu avais besoin de ça. Décider toute seule. Quand je vais revenir, si tu es enceinte, je reste. Si tu es encore enceinte, je partirai plus jamais. Mon amour, je t'aime tellement. Je t'aime comme un fêlé, je t'aime comme un cave, je t'aime comme un adolescent pogné avec ses poèmes poches. Je t'aime comme une vedette rock devant 50 000 personnes, plus que mon corps peut le supporter. Je t'aime trop, puis je t'aime vraiment, puis trop. Puis j'ai peur. Je t'aime comme une espèce menacée, furieusement, follement, désespérément. Je t'aime comme un sourd, ici, loin, en silence. Mais peut-être que t'es pas game. Petit public, quand même. Pour l'instant.